Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion de banquier d'affaires et je vais vous proposer de regarder ensemble d'abord euh, qu'est-ce que c'est qu'un banquier d'affaires et à quoi ça sert, comment on le choisit et à quoi on peut faire euh, attention. Et donc, dans cette chronique, nous allons parler de cet expert de haut niveau euh, qui est potentiellement à vos côtés. Alors je dis potentiellement, et il y a un point d'interrogation parce que parfois vous verrez que c'est plus compliqué. Donc on va décrire rapidement ce qu'on appelle un banquier d'affaires, on verra quelle est son utilité, on verra comment le choisir, et la question de sa rémunération qui est très importante, enfin l'alignement ou pas des intérêts avec vous-même. Donc on en a déjà parlé dans plusieurs chroniques précédentes. Vous avez là une chronique qui est sur la chaîne sur les 5 clés d'une fusion-acquisition réussie. Vous avez ici une chronique sur le rachat avec effet de levier, donc un OBO, Owner's Buyout, quand on se rachète à soi-même sa propre entreprise. Bon, c'est parmi d'autres, hein, il y en a quelques-unes dans lesquelles la notion de banquier d'affaires a déjà été évoquée et les bonnes pratiques déjà partagées. Alors, je vous mets tout de suite une première citation de Patrick Morel. Patrick Morel, c'est le président de Natixis Partners, qui est une banque d'affaires qui appartient au groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, BPCE. Et ce que nous dit Patrick Morel, c'est nous, banquiers d'affaires, sommes des passeurs d'entreprise. Hein, donc, passeur fait référence à celui qui pilote le bac et qui fait passer d'une rive à l'autre, mais aussi, bien sûr, au compteur qui fait passer la mémoire de la tribu à travers les histoires qu'il raconte à la veillée. Et c'est une façon de voir ce métier de banquier d'affaires. Je pose une deuxième citation. Elle est d'Emmanuel Macron, qui était banquier d'affaires avant d'être président de la République, et qui dit, on est comme une sorte de prostituée, le job, c'est de séduire. Alors, on n'est pas véritablement plus avancé quand on a regardé ces deux citations, mais c'était amusant de voir le contraste. Donc, un banquier d'affaires, c'est d'abord pas votre banquier habituel. Hein, c'est pas le banquier du coin de la rue. À part si vous habitez Boulevard Haussmann, vous n'avez pas de banquier d'affaires à côté de chez vous. Euh, c'est un expert de quelque chose d'assez précis, qui sont les transactions et le financement des transactions. Et quand je dis transactions, je ne parle pas du moment où vous échangez vos dollars contre des yens pour faire une transaction sur le marché des devises, je parle d'une transaction d'entreprise, lorsqu'on va en gros acheter, vendre une entreprise, donc lorsqu'on va s'occuper de ce qu'on appelle aussi corporate finance en anglais. Donc, vous trouverez les deux vocables, le banquier d'affaires à la française, le corporate finance dans le monde anglo-saxon. C'est un mélange, et c'est important de le comprendre, de technicité d'un côté et de savoir-faire de l'autre. Et ça, c'est important parce que vous trouverez des banquiers d'affaires qui sont très bons en technique, mais avec un savoir-faire euh, moyen. Et vous trouverez d'autres typologies de banquiers d'affaires avec un savoir-faire très profond et une technicité très relative. Et ce sont des modèles différents. Vous trouverez rarement les deux et il sera rarement de votre côté, puisque lorsque vous êtes à la fois un très bon technicien avec un très bon niveau de savoir-faire, vous êtes en général aspiré sur des deals de très grande taille, très rémunérateurs. Et donc, c'est quelqu'un que vous choisissez pour vos opérations stratégiques. À quoi sert-il? Eh bien, il va concevoir avec son équipe une opération financière complexe. Une cession, une acquisition, un joint venture, un refinancement,
un OBO, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va imaginer l'opération, il va vérifier si elle est potentiellement faisable, et puis ensuite il va être le chef d'orchestre des autres conseils. Hein, parce qu'une opération financière, ça implique des avocats en droit des affaires, des fiscalistes, des auditeurs, et le banquier d'affaires, quelque part, il va avoir ce rôle finalement de coordonner l'action de l'ensemble euh, de ces experts, un petit peu comme l'architecte qui va venir à la fois choisir l'entreprise générale et puis pourquoi pas certains éléments de la façade sur lesquels il voudra un effet particulier. C'est quelqu'un qui va vous représenter et donc là, on sent qu'il y a quelque chose d'important qui va se jouer parce que dans les négociations, bah, vous ne serez pas dans toutes les réunions et il va aller à votre place négocier pour votre compte. Euh, ça, c'est vraiment clé. Et ensuite, il est le garant d'un processus rigoureux. Hein, c'est un expert, il travaille avec des façons de gérer un dossier et il est garant que toutes ces étapes soient bien suivies. Alors, comment le choisir? Ah, je vous ai fait une liste de critères. Euh, Regardons ensemble si vous êtes à l'aise avec ça. Le premier critère pour moi, c'est l'absence de conflit d'intérêts. Ah, il est évident que euh, on ne peut pas avoir le même banquier conseil des deux côtés d'une transaction. On ne peut pas avoir le banquier conseil qui conseille le vendeur et l'acheteur. Hein, c'est des points de vue et des positions de négociation, des intérêts qui sont différents. Il faut que chacun ait son conseil. Bien sûr, la compétence technique, parce que ce sont des sujets incroyablement complexes, parce qu'il y a des réglementations, parce qu'il y a différents éléments à prendre en compte, et donc la technicité est importante. Parfois, la compétence sectorielle est évident que si vous êtes un spécialiste de l'agroalimentaire, eh bien, vous aurez tendance à être plus performant pour faire des transactions quel que soit le type de transaction, dans le monde de l'agroalimentaire. Vous avez des réflexes, vous avez des relations, vous avez une compréhension. Mais c'est vrai, euh, demain, si vous devez faire un deal de propriété intellectuelle dans le monde des catalogues de musique, bah, écoutez, là, effectivement, également, vous ne pouvez pas vous improviser tout d'un coup compétent dans ce domaine. La disponibilité. Alors ça, c'est important. C'est un petit peu, si vous voulez, comme le conseil en stratégie. On voit l'associé au début de la mission, on le voit à la fin, et au milieu, on ne sait pas très bien qui travaille, mais probablement plutôt des gens bien élevés, avec des souliers pointus, comme disait récemment un de mes clients, et qui sont très polis et qui font des slides. Euh, il est évident que vous voulez que votre banquier d'affaires soit présent lors des étapes importantes, notamment de négociation, notamment de réflexion sur le design de l'opération, et puis aussi sur la partie finale, quand on va choisir entre les différentes options que, on va avoir sur la table. La capacité de communication, à l'évidence, est un point important, y compris sous stress. Pourquoi? Eh bien, c'est facile à comprendre. Quand il va y avoir une opération structurante, c'est-à-dire qu'il va avoir un impact sur votre futur, celui de votre entreprise, que ce soit au plan humain, au plan de l'organisation, au plan financier, d'accord. Les enjeux vont être importants et tout le monde va vite monter en zone de stress. Euh, Surtout s'il y a une forme de tension qui s'installe dans les négociations, ce qui est souvent le cas à certains moments. Et donc là, il faut avoir quelqu'un qui ne perd pas ses moyens sous stress, ou en tout cas qui est capable de prendre un pas de recul pour parler avec vous et vous dire, voilà ce que je vois, voilà ce que je comprends, voilà ce que je pense, c'est ma recommandation et j'attends tes instructions. Ça vaut pour vous aussi, hein, bien entendu. Et enfin, la confiance.
Pourquoi? Eh bien parce que vous allez donner quelque part la mission de vous représenter à ce banquier d'affaires. Et donc, ce qu'il va dire et la façon dont il va se comporter va rejaillir sur vous. Hein, il nous est arrivé dans le passé de travailler avec des banquiers d'affaires qui étaient extrêmement agressifs dans leur façon de communiquer avec les acheteurs potentiels, avec le vendeur de sa société, et cetera. Et plusieurs fois, on a dû écarter le banquier conseil quand on a perdu confiance en lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu ou pas voulu transmettre de la façon dont nous lui avions demandé, notre client et nous, il n'a pas transmis ce que nous voulions euh, au partenaire. Et là, évidemment, bah, le partenaire, il n'a pas d'informations, il n'est pas devin. Si le banquier conseil, votre conseil, lui dit des choses, il aura tendance à les croire. Et puis alors, cette question de la rémunération qui mérite un chapitre entier. Parce que le banquier d'affaires, c'est un des métiers les mieux payés au monde. Pourquoi est-ce que c'est un des métiers les mieux payés au monde? Parce que il est présent quand on fait un transfert de valeur important. Imaginons qu'on vend une société et imaginons qu'on représente par un tas d'or la valeur de la société. Donc l'acheteur va pousser le tas d'or en direction du vendeur et le vendeur va lui donner en échange les actions qu'il détient de la société. Ah, je vous donne les actions et moi, vous me donnez de l'argent. Eh bien, le banquier d'affaires va prendre une poignée de ce tas d'or qui change de main. Alors, ce qui est très drôle, c'est que bah, le tas d'or, il peut être petit, moyen, ou gros, ou très très gros, ou énorme. Mais c'est toujours une poignée. Alors la poignée, ça peut être beaucoup d'argent, on va le voir dans un instant. Sur le principe, la rémunération est composée d'une partie fixe, en général qu'on appelle retainer, anglais, parce que les Anglais sont un peu à la source et à l'origine de ce métier de banquier d'affaires, et une part variable, qu'on appelle success fee, évidemment, qu'on ne paye qu'en cas de succès, et qui, elle, est basée sur la valeur de la transaction. Globalement, le retainer sert à payer tout le travail préparatoire, la constitution d'un mémo, le choix des cibles, le temps que passe le banquier d'affaires et ses équipes avec vous pour préparer la stratégie de l'opération. Et puis, la valeur de la transaction, si elle réussit, bah, finalement, c'est à ce moment-là que on partage et qu'on a donc cette rémunération complémentaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette valeur complémentaire, elle peut représenter de 1 à 10 de la valeur de la transaction. Alors en gros, plus la valeur de la transaction est élevée, plus le pourcentage est bas. Mais si quelqu'un vous prend 8 à 10 d'une transaction d'1 million d'euros, eh bien, ça fait quelque part entre 80 000 et 100 000 euros d'honoraires de succès. Mais sur une transaction à 10, 50, 500 millions, eh bien, même 1% de 500 millions, c'est 5 millions d'euros. Donc, il faut comprendre que pour le coup, il va falloir travailler finement l'alignement des intérêts. Parce que finalement, ça n'est pas comme un consultant qui vous vend des journées et qui va essayer de vous en mettre le plus possible pour justifier finalement d'une facture plus élevée. Il ne s'agit pas d'un fournisseur qui va essayer d'augmenter ses marges en vous vendant un peu plus cher sa solution, son service ou son produit. Là, il s'agit de quelqu'un qui va avoir un intérêt très direct à ce que la valeur de la transaction soit la plus élevée possible. Ah, vous allez me dire, mais finalement, si je vends mon entreprise, bah, parfait, c'est ça que je veux. Ah non, pas forcément. En tant qu'entrepreneur, rappelez-vous, si un jour, contrairement à nos conseils, vous vendez votre entreprise, l'argent n'est peut-être pas le premier critère. Choisir un acheteur qui a les valeurs que vous souhaitez, qui ne va pas démanteler votre entreprise, mais qui paiera peut-être un peu moins cher, ça pourrait être votre choix. Dans ce cas, vous êtes en train de rogner sur la rémunération de votre banquier d'affaires. Donc, ce travail d'alignement des intérêts, il est rendu encore plus nécessaire par la structure classique de rémunération de ce métier.
Alors, comment est-ce qu'on le fait, ce foutu alignement d'intérêts? Hein, parce que sur le papier, c'est très simple. Dans la vraie vie, eh bien, dans la vraie vie, la première chose, c'est qu'il faut que vous gardiez la possibilité de ne pas faire la transaction. Si à la fin, on vous propose une transaction et que vous ne la sentez pas, que finalement, avec un pas de recul, vous vous dites: «On s'est éloigné de ce que je voulais au début». Vous devez être capable, et c'est psychologiquement compliqué, hein, de dire: «Écoutez, merci à tous, mais je ne vais pas signer». Alors, attention, dans ce cas-là, vous allez devoir payer quand même quelque chose à votre banquier conseil, hein, parce que, bah, c'est pas juste: «Bah, merci beaucoup d'avoir travaillé pendant 9 mois, pour, les 30 000 € de retainer de début, mais tu toucheras pas, les 300 000 € d'honoraires à la fin». Bah, là, vous avez un petit problème, donc il y aura une break-up fee ou il y aura quelque chose certainement à lui payer parce que c'est vous qui décidez de ne pas faire la transaction. Soyez précis sur les services que vous achetez. Un cas récent: un banquier d'affaires a proposé à un de nos clients de l'accompagner dans une transaction, à la fois pour l'aider à acheter une entreprise pour compléter son entreprise existante, à trouver et à négocier le financement bancaire et à trouver et négocier les fonds propres ou les quasi-fonds propres supplémentaires qu'il faudra mettre dans l'affaire, en plus de la dette bancaire. Eh bien, là, il y a eu un conflit d'intérêts évident qui s'est manifesté pour une raison très simple. Bah, d'abord, la dette bancaire, notre client est tout à fait capable de la négocier lui-même. Il n'a pas besoin de l'accompagnement d'une banque d'affaires pour ça, parce qu'il a d'excellentes relations avec ses banques. Et donc, ça n'est pas quelque chose sur lequel la banque d'affaires a une valeur ajoutée très importante. Et pourtant, en cas de succès, il voulait prendre un pourcentage sur les montants levés auprès des banques. Et ça n'est pas très raisonnable. Et puis sur la partie fonds propres, eh bien, ils avaient boosté cette partie-là parce que leur rémunération pour apporter des fonds propres supplémentaires dans le montage était beaucoup plus importante que la rémunération, qu'ils souhaitaient sur la dette. Et donc, comme par hasard, ils ont proposé un montage dans lequel il y avait plus de fonds propres que nécessaire. Ce qui était évident, c'est qu'ils le faisaient parce que, leurs, intérêts, c'était d'augmenter, la facture. Donc soyez précis sur ce que vous achetez. Ça veut dire, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide à négocier? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide à trouver des cibles ou des acheteurs potentiels? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide à faire le financement? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide à faire le bouclage d'opérations au plan juridique, technique, fiscal, et cetera? Et donc, par exemple, séparez les lots. N'achetez pas le lot global si vous êtes compétent, n'achetez pas le lot global, achetez l'électricité, achetez la plomberie, achetez la peinture à un peintre, à un plombier et à un électricien. Vous éviterez, finalement une inflation, de la rémunération. Autre point, soyez clair sur votre stratégie. Souvent, l'entrepreneur recrute le banquier d'affaires trop tôt. Ah, ça m'intéresserait de savoir si on aurait des acheteurs éventuellement ou s'il y aurait des cibles qui pourraient être complémentaires à notre métier. Est-ce que vous voulez pas faire un tour de marché pour nous? Ça, si vous voulez, c'est une recette pour, se poser plein de problèmes plus tard. C'est-à-dire que c'est pas quand vous aurez 4 acheteurs sur le pas de la porte, ou que vous aurez, 5 cibles, qui, sont intéressantes, stratégiquement, que vous allez vous poser la question de: «J'y vais ou j'y vais pas». Il va falloir se poser la question bien en amont. Hein, encore une fois, l'architecture, le design, la compréhension de votre stratégie, elle vous appartient. C'est pas un tiers qui va vous la fournir. Vous pouvez en parler avec votre conseiller de confiance, mais c'est vous qui déterminez votre avenir. Et donc, il faut maintenir, selon nous, hein, le banquier d'affaires dans son rôle d'exécution, même si parfois il peut être de bons conseils. Et donc, il faut écouter sa partie conseil, mais plus vous êtes expert vous-même et plus vous saurez concevoir et identifier
quand le banquier vous racontera des carabistouilles. Et enfin, soyez attentifs aux mécanismes de rémunération, j'en parlais tout à l'heure dans l'exemple, qui peuvent désaligner les intérêts. Et quand vous êtes de l'autre côté, bien entendu, en tant que banquier d'affaires, bah, vous vous méfiez de votre client qui ne, ne comprend pas que votre métier, c'est d'aller jusqu'au bout et d'être rémunéré à 90% par le succès, en fait. Or, sur une opération de cession, bah, c'est réussi 2 fois sur 3. Sur une opération d'acquisition, en moyenne, 1 fois sur 3. Ça veut dire que vous n'avez que vos yeux pour pleurer dans un certain nombre de situations. Et donc il faut comprendre que oui, le banquier d'affaires de son côté aussi, il vous regarde et il se demande si il peut vous faire confiance et si vous allez aller au bout de l'opération. Mais en tout cas de figure, il faut travailler cet alignement des intérêts, notamment sur la question de la rémunération. Alors en conclusion, eh bien, euh, un banquier d'affaires, c'est précieux et indispensable pour les opérations stratégiques. On a rencontré des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'entrepreneurs qui ont essayé de céder eux-mêmes leur affaire, de boucler eux-mêmes une opération de financement un peu complexe, d'acheter eux-mêmes avec leurs équipes, directeurs financiers, experts comptables, des entreprises. Bon, quand c'est de petite taille, pourquoi pas? Dès que ça devient un sujet important en termes de montant, voire transnational, voire stratégique, tout ça peut se cumuler. À ce moment-là, vous n'avez pas le choix, il va falloir aller chercher ces experts pour vous accompagner. Son coût est élevé, mais son coût est à la hauteur des enjeux. Hein. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rogner sur la rémunération de votre banquier conseil. Loin de là, je dis qu'il faut bien mesurer si vous payez pour un service que vous souhaitez, ou bien si on vous a rajouté un certain nombre de services dont vous n'avez pas besoin. Enfin, bien sûr, soyez vigilants parce qu'en cas de désalignement d'intérêts, les conséquences négatives peuvent être très importantes. Votre réputation, par exemple, peut être terriblement abîmée si un banquier conseil se comporte de façon excessive avec les gens de votre métier, vos acheteurs potentiels, vos partenaires potentiels, vos banquiers. C'est quelqu'un qui va parler à vos banquiers. C'est quelqu'un qui va parler à votre commissaire aux comptes. Et donc, s'il s'installe un climat euh, de méfiance, eh bien, ça rejaillira sur l'entreprise et sur vous. Donc, le désalignement d'intérêts, la question de la confiance, vous avez compris que c'est au cœur de notre recommandation. Enfin, dernier sujet, devenez compétent le plus possible sur les aspects techniques, stratégiques et de négociation. Autrement dit, plus vous savez comment ça marche, mieux vous savez accompagner votre banquier d'affaires, euh, repositionner votre banquier d'affaires si jamais il part dans une direction qui ne vous convient pas, questionner les aspects techniques qu'on vous présente comme des évidences. Dit différemment, votre première acquisition, votre première session, eh bien, vous êtes au début de votre courbe d'expérience. Ça va être une expérience souvent douloureuse. Quand vous en aurez fait 10, 20, 30 ou 500, eh bien, à ce moment-là, évidemment, il y aura une forme de facilité à comprendre, même si l'expérience est une lanterne qui éblouit celui qui la porte et qui laisse ceux qui le suivent dans l'obscurité, c'est quand même utile de ne pas être complètement innocent sur les aspects techniques, fiscalité, droit, finance, les aspects stratégiques. Est-ce que les synergies qu'on me présente vont être au rendez-vous? Est-ce qu'elles sont calculées intelligemment, raisonnablement? Et la négociation, il y a une part de négociation importante qui peut faire la différence entre une transaction qui se structure bien et une transaction qui se structure. Voilà ce que nous avions à dire sur cette question du banquier d'affaires et de la façon de le choisir.
Merci Patrick, mais c'est un gros sujet, dis-moi. Ben, tu vois, cette expérience la semaine dernière de désalignement d'intérêts, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça à ce niveau-là. Je veux dire, je comprends que le banquier d'affaires dont nous tairons le nom, Par, qui d'ailleurs n'est pas un type désagréable, hein, ah bah, il en manquait fait, plus que ça. il aime trop l'argent, en fait. Et donc, du coup, il a construit un système où il prend à tous les niveaux, à tous les endroits, même quand il n'y a pas besoin qu'il soit là, et qui plus est, il pousse notre client dans un modèle d'opération qui lui est défavorable. Alors, cerise sur le gâteau, il a même proposé d'investir à titre personnel, regardez, la main sur le cœur, je suis ton ami, à titre personnel dans le montage. Et, et- et donc, c'est juste, enfin, moi les mots me manquent. Comment c'est possible pour un entrepreneur de même entendre ça? Et je me suis aperçu que notre client, finalement, n'avait pas le réflexe de comprendre que ce banquier d'affaires était sorti de son véritable métier, qui se comportait plus d'ailleurs comme un investment banker, un banquier d'investissement, qui est une sorte de partenaire financier euh, qui effectivement cherche à prendre de l'argent, non pas seulement au début, pendant, mais aussi après. Il y a des, il y a des erreurs qui coûtent. Y a-t-il des questions ou tout cela est-il d'une clarté absolue ou tellement confus que d'ailleurs on n'y comprenait rien? Marine nous dit merci beaucoup, c'est très intéressant. Un nouvel univers pour Marine. Ah ouais, ça- Tu ne soupçonnais pas un tel niveau de perversion dans le monde qui nous entoure. Oui, et en même temps, il faut le dire, hein, il y a aussi des gens incroyablement brillants. Et il y a des gens qui ont été des soutiens formidables pour des entrepreneurs et qui les ont accompagnés dans leur croissance d'une façon euh, durable et totalement alignée. Je pense à ce grand banquier d'affaires qui a accompagné notamment Paul Dubrul et son associé Pélisson, les fondateurs d'Accor, quasi fondateurs d'Accor, euh, dans leur croissance mondiale. Accor, petit acteur de l'hôtellerie française, qui va devenir le numéro un mondial de l'hôtellerie, ou le numéro 2 ou 3 maintenant, mais à un moment le numéro un mondial. Eh bien, il y a un homme qui a été à la manœuvre pendant une vingtaine d'années à leur côté. Il est utile de dire que pour des entrepreneurs, avoir une relation de confiance durable avec un banquier d'affaires très compétent, ça peut faire la différence en termes de capacité à construire son entreprise jusqu'à l'endroit où on a envie d'aller. Tout le monde n'est pas Paul Leperc Tout le monde n'est pas Paul Le Pen. et tout le monde n'est pas un banquier d'affaires à l'ancienne qui travaille sur un long terme. Finalement, c'est ça la différence. C'est est-ce qu'on est dans le court terme ou est-ce qu'on est dans le long terme? Et C'est vrai que d'ailleurs, le c'est long terme tentant. permet d'éviter les effets d'aubaine. Et puis c'est tentant pour le banquier d'affaires de se dire que son long terme, c'est la bonne relation avec les investisseurs, puisque c'est eux avec lesquels il va travailler le plus souvent. C'est vrai aussi. Finalement, il faut juste détruire les fonds d'investissement et tout redeviendra normal.